Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est un grand format de Smart Impact que je vous propose aujourd'hui. 1 heure pour creuser les enjeux de transformation environnementale et sociétale avec un grand entretien de 26 minutes. Et cette question, prêt pour l'impact, que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie. C'est Jean-Marc Borrello, le fondateur et président du groupe SOS, qui répondra tout à l'heure. Mais d'abord, pour ouvrir cette émission, je reçois Pierre Aymar, le directeur général de Logivolt, une filiale de la Caisse des dépôts qui déploie des bornes de recharge électrique dans les parkings sociaux ou privés. Seuls 3% des immeubles collectifs sont équipés. Dans notre débat, on parlera de la traçabilité dans le secteur de la mode, comment l'améliorer, comment en faire un avantage concurrentiel. Réponse dans quelques minutes. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Next Waste qui améliore la gestion des déchets, notamment grâce à des solutions d'intelligence artificielle. Voilà pour les titres, c'est parti pour ce Smart Impact en format XXL. L'invité de ce Smart Impact, c'est Pierre Aymar. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Logivolt, filiale de la Caisse des dépôts, créée en 2021. Avec quelle mission, quelle ambition ? Alors, la mission de Logivolt consiste à accélérer la transition écologique en finançant les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Donc, l'ambition, elle est de aider les Français à passer aux véhicules électriques. Comment on veut les aider ? En les aidant, en facilitant, disons, la recharge à domicile dans les parkings d'immeubles. Alors, pourquoi les parkings d'immeubles ? Tout simplement parce que dans une maison individuelle, quand on habite en maison individuelle et qu'on veut installer sa borne, il n'y a pas de contrainte technique, c'est comme installer un four ou un lave-vaisselle. Voilà. Alors que quand on habite dans un immeuble, en collectif, quand on est... Il faut convaincre tous les autres. Voilà, il faut convaincre tous les autres, c'est vrai pour la copropriété et le logement social. Donc il y a une petite subtilité technique qui nécessite qu'on installe un nouveau réseau électrique qu'on appelle l'IRVE et qui permettra à chacun d'avoir sa borne sur sa place. Donc l'ambition de Logivolt, c'est donc d'aider les Français à avoir leur borne sur leur place. Parce qu'on recharge essentiellement, enfin le plus pratique c'est de recharger le soir, enfin pendant la nuit, quoi. Exactement. Le donc, plus pratique. Dans les usages constatés, c'est vrai en France, mais dans tous les autres pays du monde où il y a de l'électrique, les usages, c'est que on rentre chez soi le soir, on se branche, la nuit passe, le véhicule se recharge, on le prend le lendemain matin dans une journée classique, une semaine classique. Le véhicule est plein, on peut aller tranquillement travailler. Et d'où l'importance, d'où l'ampleur de ce défi avec cette statistique en 2024. 3% seulement, c'est vraiment pas beaucoup, des immeubles collectifs étaient équipés de bornes de recharge en France. Ça veut dire que le potentiel évidemment de développement il est énorme. Qu'est-ce qui freine l'équipement des immeubles collectifs? Est-ce que c'est une question d'investissement? Il y a le côté technique dont vous parliez, il y a le fait de devoir mettre d'accord une collectivité, c'est jamais simple. Alors oui, c'est tout à fait ça, c'est ces deux éléments-là qui sont liés. La question du financement, où les copropriétaires qui ne sont pas forcément intéressés par l'électrique n'auront pas envie de payer des charges pour financer cette infrastructure. Et deuxièmement, choisir le prestataire, choisir la solution peut parfois être complexe quand on s'y est pas forcément intéressé. Ce qu'il faut comprendre quand même, et je vais être précis, c'est que ces projets-là sont assez nouveaux pour les copropriétés, ces projets-là sont nouveaux pour les syndics, mais il faut retenir que c'est facile si on s'y intéresse un tant soit peu, qu'on a les bonnes informations. Toutes les copropriétés peuvent y arriver. Et donc, nous, Logivolt, on s'est inscrit dans cette démarche-là de dire, bon, la question de la décision collective, elle regarde chaque copropriété. Nous, on va faciliter cette décision en venant avec une solution clé en main de Logivolt paye tous les travaux. Alors, c'est ça, on commence à parler des choses sérieuses. Voilà. Et le financement et qui avance les fonds, etc. etc. Exactement. Alors, en copropriété, quand la copropriété a rencontré différents opérateurs pour avoir différentes solutions de recharge, elle a reçu les devis de ces opérateurs-là. Il y en a plein. Vous les connaissez peut-être, ou les auditeurs le connaissent peut-être.
ces opérateurs vont faire une étude d'implantation du parking parce que chaque parking est différent et ils vont proposer une solution adaptée à chaque parking. Dans leur proposition, il y aura un devis pour des coûts de travaux. La moyenne du devis pour un parking, c'est 25 000 €. Donc c'est un montant qui est très élevé, que les copropriétés n'ont pas tous envie de payer. Oui. C'est là qu'intervient Logivolt. Quand la copropriété n'a pas envie de payer et préfère faire financer cette infrastructure-là, Logivolt prend en charge l'intégralité des coûts de travaux, de sorte à ce que le vote soit facilité en Assemblée Générale, que l'installation électrique soit faite et que celui-ci qui veut sa borne, il puisse l'avoir. Et donc la solution Logivolt, elle est très innovante dans le sens où on a réussi à financer quelque chose d'utile avec un zéro reste à charge pour la copropriété. Celui qui ne veut pas de borne ne payera rien et celui qui veut une borne paiera juste sa quote-part. Mais alors c'est quoi le modèle économique? Comment vous récupérez cet argent après? Parce que c'est pas un don. Voilà, tout à fait. C'est un investissement de long terme parce qu'on a des contrats qui sont assez longs, de 15 ans en copropriété, environ à 25 ans en logement social. Donc c'est des contrats, nous on est un investisseur de long terme, on veut accompagner les copropriétés dans la longue durée. Comment on récupère notre investissement? C'est qu'on va en fait faire payer à chaque copropriétaire qui voudra sa borne sa quote-part de l'installation. Donc on va diviser les coûts en fonction du nombre de places raccordables du parking. Et donc chaque copropriétaire qui veut demander sa borne va acheter sa borne et va payer également ce qu'on appelle un droit de connexion, qui est sa quote-part des coûts de travaux que nous, on aura payés. Et donc, à l'usage, on va rembourser notre investissement comme ça. D'accord. Il le paye tout de suite, la quote-part, ou alors c'est intégré à des mensualités sur le long terme? Alors, il y a différentes modalités. Il y a certains opérateurs qui le font payer tout de suite, en même temps que la borne, et d'autres opérateurs qui le lisent dans la durée. Nous, on est un peu agnostique là-dessus. Les opérateurs font comme ils veulent, c'est aussi leurs clients. Oui, bien sûr. Oui, la relation client, c'est les opérateurs qui la gèrent après, c'est ça? Voilà, la relation client, c'est les opérateurs qui sont en front, en direct avec les copropriétés et les copropriétaires. C'est eux qui vendent la borne, c'est eux qui facturent l'électricité, c'est eux qui gèrent tous les travaux, également les relations avec Enedis pour installer un nouveau compteur disjoncteur dans le parking. Donc l'opérateur fait absolument tout dans le parking. Il gère la relation client, il gère quand il y a des problèmes, il gère les remplacements de bornes et donc il est clé dans ce dispositif. Ce qui fait que nous, Logivolt, on a... on se concentre sur notre métier qui est de faciliter le vote en AG. Cela dit, c'est quand même très important que l'on reste proche du terrain, qu'on reste proche des copropriétés. Donc on fait différentes études, on contacte les copropriétaires et les conseillers syndicaux et les syndics directement pour prendre la température, voir ce qui est utile, peut-être adapter nos dispositifs. Est-ce que c'est modulable ou évolutif? C'est-à-dire que dans un immeuble, s'il y a 50 habitants qui disent go, et puis qu'ensuite il y en a 30 supplémentaires qui veulent venir dans les 2 ou 3 années qui viennent, il faut attendre d'avoir une masse critique, c'est-à-dire un certain nombre de nouveaux abonnés électriques pour le faire? Comment ça marche, ça? Alors, c'est là tout l'intérêt de Logivolt, c'est que nous, on n'attend pas d'avoir un nombre de copropriétaires défini avant d'installer. On installe tout de suite, de sorte à ce que le jour où une personne reçoit son véhicule électrique ou achète un véhicule électrique d'occasion, il puisse se recharger dès les premiers jours où il a son véhicule. Comme ça, il n'a pas de contraintes et c'est tellement plus pratique de se recharger chez soi. Et c'est quoi? C'est 30% d'un parking qu'on équipe? 50%? Ça dépend, j'imagine? Alors avec Logivolt, on va prééquiper toutes les places de parking, les prééquiper, c'est-à-dire qu'on peut amener l'électricité sur toutes les places, 100% des places du parking, sans discrimination aucune, c'est-à-dire que la place qui est tout au fond, à gauche, en bas, au 4e sous-sol, il pourra se raccorder au même titre que celui qui est au premier étage, près de l'entrée du parking. Donc ça, c'est le raccordement technique. Et après, on a une question de puissance qu'on a au niveau du point livraison, du compteur disjoncteur, qu'on dimensionne entre 20 et 30% tout de suite à l'installation, de sorte à ce qu'on a déjà de la réserve pour les utilisateurs qui voudront se raccorder. Est-ce que ça veut dire que ce ne sont pas quand même ceux qui sont les pionniers, en quelque sorte, qui payent pour ceux qui s'installeront, achèteront une voiture électrique dans 10 ans? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ils payent surtout pour pouvoir se recharger sur leur place avant les autres. Voilà, c'est surtout ça. Sachant que... Parce que ce n'est pas la même chose d'équiper 200 places de parking ou 50 quand même. Alors c'est vrai, la question de la puissance, ce n'est pas tellement l'enjeu financier. L'enjeu financier, c'est vraiment de prééquiper le parking, de mettre des chemins de câbles de partout, d'installer des tableaux divisionnaires. Bon, ça devient technique, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais voilà, le gros des 25 000 €, c'est surtout ce matériel qui est installé, ce n'est pas tellement la puissance.
puissance. Et le jour où on arrive en limite de puissance, bon, déjà, on a toujours de la marge pour rajouter 1, 2, 3, 4 bornes. Et on peut faire évoluer ce point de livraison pour aller chercher plus de puissance sans rajouter un coût énorme. Donc, je dirais que... oui, c'est vrai que ceux qui utilisent le dispositif plus tôt paieront peut-être un petit peu plus, mais en même temps, ils l'utiliseront plus longtemps que les autres. Évidemment. Est-ce que c'est forcément le manque de bornes de recharge qui freine le passage à la voiture électrique? Et aussi le prix d'achat de la voiture elle-même, quoi. Voilà. On voit bien que ça coince. Alors ça, c'est une excellente question et la France a beaucoup, enfin l'écosystème a beaucoup progressé sur cette question-là. Où est l'œuf, où est la poule? À une époque, on pensait que c'était le véhicule qui ferait la borne et à l'usage, on s'est aperçu que c'était l'inverse. C'est-à-dire que les parkings dans lesquels un de nos opérateurs a installé une infrastructure, on voit que les bornes ont essaimé dans le parking très rapidement, alors que quand le sujet avait été voté en AG, les gens n'ont pas nécessairement levé la main en disant moi je veux tout de suite me raccorder. Donc c'est l'infrastructure qui fait c'est la recharge qui fait le véhicule électrique, et disons que ça crée des vocations. Quand on voit dans le parking que tiens, mon voisin il a une borne, je regarde, je m'intéresse, ça ouvre une porte en fait. Ça ouvre une porte qui est que tiens, j'ai cette possibilité, je peux peut-être regarder. Puis quand on regarde, en général, on est assez vite convaincu. Je suis assez d'accord avec vous, mais il y a aussi quand même on a vu le succès du leasing de la voiture électrique à 100 €. Ça a tellement bien marché qu'il a fallu interrompre le dispositif l'an dernier. Il est renouvelé, mais bon, peut-être avec une ambition insuffisante. Il y a quand même aussi, pour la puissance publique ou son bras armé, la Caisse des dépôts, cet enjeu-là aussi. Oui, c'est vrai. Alors, il n'y a pas que la Caisse des dépôts qui est concernée. Nous, on est une filiale de la Caisse des dépôts, donc on a le même ADN que la Caisse, même si on est une société privée. De toute façon, l'ambition est la même. L'ambition, elle est de financer la transition écologique et de permettre à tous les Français d'œuvrer dans cette transition. La question des véhicules est primordiale. Il s'est passé quelque chose en 2025 qui est que sont apparus sur le marché un certain nombre de véhicules électriques qui répondent beaucoup mieux aux demandes des Français. Typiquement, très clairement, les véhicules qui sont le plus vendus au neuf en France, c'est plutôt des petits véhicules de 4 places, mais petits quand même. Voilà. Donc, ce n'est pas des très gros véhicules en volume. En 2024-2025, on a vu l'apparition de ce segment de marché de véhicules-là en électrique, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, ça a lancé une dynamique qui fait que les véhicules les plus vendus aujourd'hui, qui sont des petits véhicules, peuvent être électriques. Et donc, quand on voit le top 5 des véhicules électriques les plus vendus, c'est plutôt des petits véhicules. Et l'autre excellente nouvelle, c'est que les top 5 des véhicules les plus vendus électriques en France sont essentiellement fabriqués en France. Et donc, il y a une hyper-compatibilité entre le Made in France, qui est un enjeu, je dirais, pas seulement d'économie globale, mais qui est un enjeu d'emploi, qui est un enjeu qui est important pour les Français, que l'usine qui est à côté de chez soi, je pense à l'usine de Douai, de Renault, pour ne pas citer de nom, qui fabrique la Renault 5 électrique, la Mégane E-Tech, le Scénic E-Tech, qui sont des véhicules parmi les plus vendus électriques. Ils sont faits en France. Donc, ils sont français. La valeur ajoutée, elle est en France. Et donc, c'est hyper compatible avec le fait que l'électricité qui recharge ces véhicules, elle est aussi faite en France et décarbonée. Merci beaucoup, Pierre Aymar, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre débat, le défi de la traçabilité dans le monde de la mode. C'est le débat de ce Smart Impact. On parle de traçabilité dans le secteur de la mode avec Léa Gillet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes cofondatrice de Trace for Good. Grégory Darcy, bonjour. Bonjour. Le directeur du développement durable de Chantel. On va commencer par quelques mots de présentation. Trace for Good, c'est une plateforme de traçabilité, c'est ça? Exactement. On existe depuis 3 ans maintenant. Donc, on est une plateforme de traçabilité, donc un logiciel qu'on vend aux marques de mode et aux distributeurs. Et finalement, on est un catalyseur d'écosystème de confiance entre les marques et l'ensemble de leur parc fournisseurs directs et indirects, et dans un second temps, les marques et les consommateurs finaux. Avec quels outils, si on rentre un peu plus dans le détail, pour éclairer à la fois les marques et les clients? Oui. Donc, on vend globalement un logiciel qui permet à la marque de suivre la récolte d'informations auprès de son parc fournisseur. Et donc, il y a une deuxième plateforme qui est utilisée à titre gratuit par les fournisseurs en tant qu'invités. Globalement, c'est assez similaire
à vous quand vous signez un document sur une plateforme comme DocuSign de signature en ligne, sauf qu'en tant que fournisseur, on va demander à rentrer des audits de sites, des informations et non pas juste signer un document. Et la marque peut suivre ça en temps réel. Ça permet de remonter la chaîne de valeur d'une certaine façon. Exactement, et ça se fait de manière récursive et automatique. On gagne beaucoup de temps, je pense qu'on reviendra là-dessus. Et ensuite, on a différents modules que la marque peut décider de prendre ou pas, qui sont effectivement des fiches produits, des passeports digitaux qui vont permettre de communiquer cette information aux consommateurs. Chantel, marque iconique, Grégory Darcy, qui existe depuis combien de temps La marque devrait fêter ses 150 ans dans pas très très longtemps. Okay. Le groupe, en fait, c'est encore un groupe familial. Donc ça, c'est un point extrêmement important, en fait, dans le microcosme du textile habillement mondial. On est une marque qui englobe différents segments qui sont portés par la marque ombrelle Chantel, au travers des marques Chantel X, Chantel Pulp, Chantel EasyFeel, etc. Mais aussi d'autres réseaux de distribution en France comme Darjeeling, aux Pays-Bas comme Livera ou au Danemark comme Femilette. On est aussi fortement vendeur au travers de réseaux wholesale, c'est-à-dire les grands magasins par exemple ou les distributeurs en ligne. Et la dernière particularité du groupe, c'est que nous sommes un groupe industriel. Nous détenons encore des usines qui nous permettent de fabriquer en fait la corsetterie. J'ai vu 8 filiales industrielles, c'est ça ? Tout à fait. On est présent au Maghreb, en Tunisie, au Maroc, on est présent en Thaïlande, on est présent au Vietnam, mais aussi historiquement dans une usine qui se situe à Épernay, donc à côté de Reims, où on continue à employer une centaine de collaborateurs. Et donc cet enjeu de la traçabilité, pourquoi il est majeur pour vous ? Alors pourquoi il est majeur ? En fait, c'est parti d'un constat d'abord d'honnêteté. On est une société qui a une histoire. Pour être honnête, en fait, il faut être transparent. Et on ne peut pas imaginer la transparence sans traçabilité. On ne peut pas imaginer travailler sur deux piliers qui sont en fait au cœur de notre stratégie, qui sont les piliers sur la culture, sur la nature, donc la réduction d'impact environnemental ou la connaissance des conditions de travail sur notre chaîne d'approvisionnement, sans pour autant être en capacité d'être traçable. On peut travailler avec notre sphère d'influence, c'est-à-dire les fournisseurs avec lesquels on a nos contrats directs, nos fabricants de matériaux, nos fabricants en fait confectionneurs lorsqu'on n'est pas en capacité technique de faire le produit. Mais derrière, on a besoin de leur aide et de l'outil Trace for Good pour remonter la chaîne et s'assurer en fait de ces conditions tout au long de cette... Quels sont les risques si on inverse, à ne pas mettre en place ce processus de traçabilité ? Le risque principal pour une marque, ça va vraiment être le risque d'image. S'il y a un scandale social, environnemental ou sanitaire qui a lieu, ça crée une grande défiance chez les consommateurs qui peut avoir ensuite des conséquences à long terme sur l'image de marque et les ventes. Il y a aussi un risque de non-conformité réglementaire. Il y a pas mal de réglementations qui sont entrées en vigueur en France, qui arrivent en France, dans l'Union européenne, ailleurs dans le monde. Et aujourd'hui, il faut savoir que les sanctions financières liées à ces réglementations s'expriment de plus en plus en pourcentage du chiffre d'affaires. Donc on commence à parler de sommes qui sont potentiellement importantes. Et sans parler, au-delà de ces sanctions, de ces amendes, il y a aussi des restrictions commerciales possibles comme le retrait de produits, le blocage à l'export. Donc voilà, ce sont les risques principaux pour les marques. Qu'est-ce qui vous a poussé à investir sur la traçabilité et en quoi l'outil Trace for Good vous facilite la vie en quelque sorte ? Alors, ce que Léa a évoqué juste avant, on a le socle. Le socle, c'est la réglementation. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a la manière avec laquelle potentiellement nos parties prenantes vont l'interpréter. Alors, quand je parle de parties prenantes, par exemple, si je prends une directive au niveau européen, chaque État membre est en capacité de le transposer dans son droit national avec certaines petites variantes. Donc, avec des subtilités dont il faut tenir compte. Exactement. Et puis, comme je l'ai évoqué juste avant, on est vendeur en B2B. Derrière, chacun des clients va construire sa propre stratégie, avec peut-être une partie de ce socle, mais aussi des valeurs ajoutées. Et donc, on construit à partir de la réglementation, et ensuite, on va tirer notamment sur le calcul d'empreinte environnementale dans notre cas, et puis peut-être qu'on reverra en détail plus tard ce à quoi ça correspond, et puis cette notion de risques sociaux sur notre chaîne d'approvisionnement. Sans outils en fait comme celui de Trace for Good, on est un peu en incapacité de le faire à chaque récurrence, c'est-à-dire à chaque collection. Chaque 6 mois, en fait, on renouvelle au moins 50% en fait, de nos produits. Ces obligations réglementaires, il y en a des nouvelles. En quoi elles
elle pèse, ou d'ailleurs ça peut être un aiguillon de progrès, hein, on n'est pas forcément négatif. Alors effectivement, on entend beaucoup de détracteurs qui disent « elle pèse ». On a vu en fait le rapport de Mario Draghi à la fin de l'été dernier. On a vu en fait la manière avec laquelle les représentants au niveau européen ont validé dans les paquets omnibus un report de la réglementation sur le reporting CSRD, c'est-à-dire le reporting extra-financier. La même chose pour le devoir de vigilance. Malgré tout, en fait, on ne peut pas s'arrêter. Nous, dans notre cas, on est soumis au reporting extra-financier depuis 7 ans ou 8 ans. Nos parties prenantes, par exemple, les investisseurs, les banques avec lesquelles on travaille, ne seraient pas en capacité de comprendre pourquoi. Parce que la réglementation a arrêté, je ne suis plus transparent et donc je ne partage plus mes avancées sur mes ambitions de réduction d'impact environnemental ou social. Il y a un risque pour la marque employeur ou la marque vis-à-vis des clients qui est trop important finalement. Les deux, effectivement. Ouais, on peut dire les deux. C'est une masse, parce qu'on a fait beaucoup de débats sur la CSRD, le bilan extra-financier ici, mais c'est une masse d'informations qui est vraiment importante, nécessaire pour les marques, pour les entreprises de la mode, pour se conformer finalement à ce bilan extra-financier. Oui, donc effectivement, on permet de collecter une grande quantité d'informations. Ouais. C'est pour ça qu'on a besoin de systèmes qui automatisent ça et qui a un vrai sujet de traitement de données à grande échelle et que ça ne peut pas se faire manuellement. Globalement, il y a 2 types d'informations qu'on va collecter pour des besoins complémentaires mais quand même distincts. Il va y avoir des données extrêmement granulaires sur chaque référence produit, voire chaque bon de commande, puisqu'on peut avoir du multisourcing ou des réassorts. Et donc cette information, ça va être de l'information granulaire au niveau du produit. Les différentes usines dans lesquelles ont eu lieu chaque étape de transformation, l'origine de chaque fibre qui compose le produit, chaque composant du produit. Ça va servir plutôt pour des obligations réglementaires. La loi AGEC aujourd'hui en France, demain le passeport produit digital au niveau européen. Et ça va permettre d'avoir des fiches produits accessibles aux consommateurs. Il faut savoir que ces fiches produits, c'est une méthodologie donc nécessairement restrictive et que le consommateur y passe 3 à 4 secondes. Donc ensuite, il y a un niveau d'information qui est plutôt au niveau de l'entreprise qu'on va chercher à obtenir et non pas du produit, et qui va être le résultat d'une analyse un peu plus systémique. Par exemple, l'étude de tout le parc fournisseur et quels sont mes risques principaux. Et c'est vraiment ce niveau d'information qui va être intéressant pour le consommateur et qui va permettre de donner de la consistance au discours de la marque et de lui permettre de ne pas tourner vers le greenwashing. Est-ce que ça permet aussi de lever des lièvres ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est en quoi cette traçabilité, ça vous a permis d'être peut-être plus précis dans votre stratégie RSE, de se dire ah ben tiens là il y a quelque chose qu'on peut améliorer. Alors là aussi, on a une certaine particularité en fait au sein du groupe Chantel, c'est qu'on est industriel. Donc on a déjà en fait une sphère d'influence qui est plus lointaine qu'une partie de nos confrères. Quand je parle de sphère d'influence, je parle en fait des fournisseurs avec lesquels on travaille. Ouais. Quand on confectionne en fait des produits, on achète directement nos matériaux, ce qui correspond déjà au rang 2 en fait de la traçabilité. On a appris en fait par ces processus à identifier potentiellement les loups dont vous parlez, à savoir la teinture n'est pas faite en fait par mon fournisseur, elle est faite par un sous-traitant et je le découvre a posteriori. Ça, en fait, on a pu le tester. On a pu le tester notamment avec notre parc de fournisseurs, mais ensuite, on l'a déployé avec notre parc de confectionneurs qui eux-mêmes sont allés chercher l'information auprès de leurs fournisseurs. Et là, on s'est rendu compte en fait que c'était extrêmement lourd. Parce qu'on travaille avec des tableaux Excel, parce qu'on travaille avec des emails, parce que même si on engage nos fournisseurs, et ça c'est une étape extrêmement importante, leur faire comprendre quand ils sont de l'autre côté de la planète, pourquoi on va leur demander ce niveau d'information et pourquoi on est aussi intrusif en fait dans leur quotidien d'industriel. On va avoir un niveau d'information qui va être lourd à traiter. Et donc sans la possibilité d'avoir une plateforme qui va nous permettre de réitérer rapidement en fait ces requêtes auprès de nos fournisseurs, on peut passer à côté, de loups, on peut passer à côté de risques donc extra-financiers qui pourraient être pointés par quelle association, quelle ONG ou quelle autre partie prenante. Ça veut dire que cette numérisation ou digitalisation de la traçabilité, c'est un outil d'accélération de la transformation de l'univers de la mode aujourd'hui ? Vous le ressentez vraiment, ça ? Effectivement, nous, notre mission, c'est de donner les moyens aux professionnels engagés, comme Grégory, de vraiment changer leur entreprise. Donc, Grégory le disait, sans solution de traçabilité, on a des améliorations ponctuelles de processus, des petites améliorations incrémentales, mais pas de vraie vision de la data gouvernance. Donc, c'est des heures passées pour chaque collection
sur des tableaux Excel hyper volumineux, des relances manuelles auprès des fournisseurs, et finalement beaucoup de temps perdu et d'énergie par les équipes. Nous, ce qu'on va permettre de faire, c'est d'automatiser toutes ces requêtes, que ce soit plus simple pour les marques et pour les fournisseurs. Ça veut dire qu'il faut qu'elle l'intègre totalement à leur processus de fonctionnement quotidien, en fait. C'est ça ce que je comprends. Tout à fait. Souvent, ça, c'est une contrainte quand même. Souvent, ou alors c'était déjà plus ou moins intégré dans certaines de ces chez certains. Il y a une transformation à mettre en place, de même qu'il y a 10 ans, il y a eu un vrai sujet sur la data client pour les sujets marketing. Aujourd'hui, il y a une vraie révolution avec la data fournisseur, et les marques qui seront leaders, c'est celles justement qui maîtrisent cette information et peuvent faire de la traçabilité un élément qui a un retour sur investissement intéressant et pas seulement un poste de coût. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Prêt pour l'impact. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marc Borrello. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur, le président du directoire du groupe SOS. Tiens, ça veut dire quoi pour vous ce mot impact là, qu'on met un peu à toutes les sauces ? Alors c'est pour nous un mot indispensable parce qu'il y a très longtemps, dans la querelle qui opposait l'économie sociale, l'économie classique, etc., nous avons eu le malheur de dire que les statuts ne faisaient pas la vertu et que l'on soit association, coopérative, mutuelle, entreprise de capitaux, l'important n'était pas les statuts qu'on avait adoptés, mais plutôt ce qu'on créait concrètement pour la société. Une fois qu'on a dit ça, encore faut-il le mesurer. Et donc pour nous, c'est pas simplement un mot, c'est une exigence de mesurer l'impact de nos actions, l'impact social, économique et environnemental. Et à ce propos, nous avons créé il y a 3 ans un sommet de la mesure de l'impact qui aura lieu au CESE au mois de mai, qui réunira 4000 personnes, des ministres, des grands chefs d'entreprise, des universités. Et l'idée est de dire, quoi qu'on fasse, il faut être capable de le mesurer pour s'améliorer ou changer d'orientation ou tout simplement pour avancer dans la bonne direction. Est-ce que ça veut dire d'une certaine façon que ça guide vos actions, parce que c'est tellement grand le groupe SOS qu'on peut se dire c'est quoi le lien entre une association, une entreprise, entre un hôpital, une épicerie solidaire, un bar, un EHPAD, une crèche, j'en passe et des meilleurs, quoi. Donc c'est ça peut-être, c'est cette mesure d'impact, c'est qu'est-ce qu'on fait de bien pour la société ? Le lien, c'est l'intérêt général. Très clairement, le point commun entre tous les types d'établissements que vous venez de citer, c'est qu'ils sont organisés autour de l'humain, que ce soit l'humain abandonné dans des zones rurales où il n'y a plus de commerce, que ce soit la personne en situation de difficulté sanitaire, que ce soit la personne en fragilité du fait de son âge. Alors ça peut être dans une crèche ou dans un EHPAD, parce que la fragilité, c'est ce qui relie nos vies du début jusqu'à la fin. Et donc, mesurons l'impact de ce que nous faisons et essayons d'améliorer les conséquences de nos actes. Alors, quelques chiffres pour cerner le groupe SOS, c'est plus de 22 000 personnes employées, un chiffre d'affaires d'1,8 milliard d'euros. En fait, c'est la somme de tous les budgets des associations et des entreprises sur les comptes consolidés, qui composent le groupe. Tiens, quel est le degré d'autonomie de chacune de ces structures ? Et puis derrière, il y a la question subsidiaire, qu'est-ce que vous leur apportez aux uns et aux autres ? Mais d'abord, le degré d'autonomie. Alors, le degré d'autonomie, c'est effectivement d'être dans le cœur de son sujet. Il est évident que Wings of the Ocean, qui lutte contre les plastiques dans les océans avec des bateaux, qui organisent des milliers de manifestations avec des bénévoles pour empêcher les plastiques de se déverser dans la mer, a sa logique, de la même manière qu'un hôpital a des logiques. Alors le degré d'autonomie, c'est qu'il y a des valeurs fondamentales. Dans nos hôpitaux, il n'y a pas de paiement par le patient, de quoi que ce soit. Il n'y a pas de clientèle privée. Donc en clair, l'idée, c'est que, quels que soient les biens ou services, il faut qu'ils soient accessibles à tous, quel que soit le degré le niveau de richesse de chacun. Donc ce sont les grands principes qui régissent à la fois les établissements et qui régissent évidemment les équipes qui seront bientôt plutôt 26 000, parce que le temps d'imprimer chez nous, les chiffres ne sont plus valables. Oui, effectivement, ça progresse en temps réel d'une certaine façon. On est dans un modèle d'économie sociale et solidaire avec Absolument, le groupe SOS. Absolument. Alors on en a souvent parlé ici, mais on peut peut-être rappeler en quelques mots ce que c'est, et puis surtout pourquoi vous l'avez choisi.
Alors, la particularité, c'est que personne n'est propriétaire de quoi que ce soit, c'est-à-dire que l'ensemble de ces entreprises, associations, etc., sont détenues ou gouvernées par des associations. Donc, aucun d'entre nous n'est propriétaire d'une action, d'un mètre carré d'immobilier, même si la valorisation immobilière du groupe SOS est plus d'1 milliard. Ce sont les associations qui en sont propriétaires. Pourquoi on l'a choisi ? Parce qu'on ne voulait pas qu'à un moment donné, des actionnaires puissent décider de l'orientation. C'était la grande question. Alors, c'était il y a 40 ans, puisque cette maison a été créée en 84. Donc, nous fêtons cette année les 40 ans. Et l'idée était de dire, on peut être guidé par l'intérêt général, on peut être guidé par l'intérêt financier, mais quelquefois, il peut y avoir une rencontre des deux qui ne va pas dans le bon sens. Donc, pas d'actionnaires, pas de dividendes. Pas de dividendes, c'est ce que j'allais vous dire. Et donc une économie plus frugale, sans doute, que des grands groupes équivalents qui ont des comptes à rendre à leurs actionnaires. Avec un modèle coopératif aussi. Alors il y a des associations, il y a des coopératives, il y a des entreprises commerciales pures, mais elles sont détenues à 100% par les associations du groupe SOS. Ouais. Comment, alors je vous ai déjà posé la question, parce qu'on s'est déjà rencontrés sur ce plateau, mais comment on garde ce principe en grandissant autant, quand on est 26 000 ? C'est quand même un défi compliqué à relever. C'est un défi qu'on n'avait pas tout à fait prévu, parce qu'on démarre une association avec quelques copains avec qui on partage l'essentiel, et puis lorsqu'il y a 500 000, 10 000, 20 000 et bientôt 30 000 salariés, il faut faire en sorte que les gens se rencontrent régulièrement et surtout que l'essentiel de ce que nous sommes remonte du terrain. Une fois que j'aurais dit bottom-up de manière générale, objectivement, ceux qui travaillent dans les hôpitaux en Lorraine savent de quoi on a besoin dans un hôpital en Lorraine, mieux que ce que le siège ne le saurait. Et c'est valable pour ceux qui élèvent des moutons en Bretagne pour faire de l'éco-pâturage. Objectivement, entre nos bergers, nos chirurgiens et nos marins, chacun est mieux placé pour savoir quelle est la stratégie à adopter. Est-ce que vous faites de la politique avec le groupe SOS ? Non, on ne fait pas de la politique, en tout cas on n'est pas partisans, nous sommes extrêmement divers. Moi j'étais engagé toute ma vie, j'étais syndicaliste, j'ai travaillé pour les gouvernements à partir de 81, j'ai quitté la fonction publique ensuite. C'est un secret pour personne que j'ai accompagné la création du mouvement présidentiel, que je continue à accompagner. Mais objectivement, je suis assez minoritaire dans ma propre maison. L'idée, c'est que chacun est parfaitement libre. L'important, c'est de militer. Parce que le militantisme professionnel, c'est bien. Je continue à penser qu'aujourd'hui, plus que jamais, chacun doit s'investir aussi pour l'ensemble de la société. Je vous ai posé cette question aussi parce que vous venez de lancer avec un collectif d'associations et d'agences une campagne collective, intitulée « Make Exclusions Great Again ». Évidemment, on voit qu'il vous ciblez. Pourquoi vous vous êtes dit il faut qu'on marque le coup par rapport à ce qui se passe aux États-Unis ? Alors, ce qui se passe aux États-Unis, et peut-être qu'il n'est pas utile d'aller chercher aussi loin. Je crois que j'ai une profonde détestation pour les politiques qui passent leur vie à désigner des boucs émissaires. Donc, les migrants une fois, les LGBT la fois d'après, etc. Donc, ça fait partie de l'ADN du groupe, la lutte contre les exclusions. Et évidemment que nous devons faire valoir des pensées positives. Je n'ai pas envie de lutter contre tel ou tel extrême. J'ai envie de pousser les valeurs qui, au groupe SOS, nous animent, c'est-à-dire le vivre ensemble. Mais est-ce que c'est aussi, parce qu'il y a tout un tissu associatif au sein du groupe SOS, est-ce que certaines des associations qui font partie du groupe sentent déjà, et je reviens aux États-Unis quand même, l'effet des coupes budgétaires décidées par Donald Trump? Parce qu'on a reçu ici, notamment des associations qui sont dans le domaine de la santé, et qui disent que l'impact, malheureusement, l'impact négatif, il est comme ça, ultra rapide, quoi. L'impact est dramatique sur l'ensemble du monde, c'est-à-dire que nous sommes présents dans une 50aine de pays, alors pas sur de l'humanitaire d'urgence, ce qui nous a mis à l'abri des coupes budgétaires, mais il faut savoir qu'aujourd'hui l'aide internationale a été divisée par 2 en un mois. Ça veut dire clairement que des dispensaires ont fermé du jour au lendemain, que des soins ont été interrompus, que les livraisons d'alimentation n'arrivent plus dans un certain nombre de pays, et on a des catastrophes humanitaires au Soudan, au Nord Kivu, en RDC, pour des tas de raisons, mais sauf que les humanitaires n'ont plus les moyens d'y aller. Donc la mobilisation de la société civile est encore plus importante, parce qu'on voit bien que
les États, quels qu'ils soient, peuvent varier brutalement. Mais est-ce que c'est pas aussi le signe qu'on s'est un peu endormi il y avait une solution de facilité à se reposer sur la manne américaine, quoi. Alors, c'était la moitié de l'aide humanitaire internationale, c'est extrêmement important. De manière générale, la sollicitation du grand public a été sans doute un peu oubliée, y compris par le groupe SOS, où nous n'avons quasiment pas de recours à des campagnes de dons, etc. Donc l'idée aujourd'hui de sensibiliser le grand public de manière à ce que les citoyens réagissent et éventuellement prennent le relais est aujourd'hui un vrai sujet, et c'est pour ça que la mobilisation des 40 ans se fait vraiment au niveau du vivre ensemble. Parce que, évidemment, tout ceci est parfaitement lié. Quand on a le choix entre mourir dans un pays ou passer la Méditerranée en risquant sa vie, on tente le coup en Méditerranée, et ce ne sont pas des barrières virtuelles qui empêcheront les gens d'essayer de survivre, eux et leurs enfants. Ouais. Je reviens peut-être aux engagements en matière d'environnement, d'énergie, climat du groupe SOS. En 2022, vous aviez adopté un plan sobriété, énergie et climat. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan sur les actions que vous avez menées et sur l'efficacité de ce plan ? Premier sujet, mesurer. Mesurer parce que le groupe SOS a des milliers de véhicules, a des bâtiments, quelquefois extrêmement énergétivores, parce qu'un hôpital, surtout s'il est un peu ancien, est une passoire thermique. Ils ont été construits dans les années 70. Absolument. On sait bien qu'un EHPAD des consommateurs d'énergie, parce que l'été, il faut le chauffer, l'hiver, il faut le chauffer sérieusement, et l'été, il faut le rafraîchir, compte tenu de la fragilité de ses résidents. Et c'est assez amusant parce que quand on s'est lancé là-dedans, il y a eu, comme dans toute organisation, quelques résistances. Parce que ceux de la santé nous disaient la priorité, c'est pas forcément d'améliorer l'impact thermique du bâtiment, mais d'acheter le nouveau robot qui permet, etc. Lorsque la crise énergétique est venue et lorsque l'explosion des prix de l'énergie a frappé l'ensemble des établissements, tout le monde a compris que nous avons plutôt bien fait d'entreprendre la rénovation des bâtiments. Et d'ailleurs, nous la relançons en ce moment en collaboration avec l'ADEME, puisqu'on a un vaste programme sur l'ensemble de nos établissements pour améliorer la qualité thermique des bâtiments. Mais on pourrait dire que le fait de s'adresser à des fournisseurs locaux en matière d'alimentation, ça pouvait paraître un peu woke il y a quelques années. Lorsqu'il y a eu des difficultés d'approvisionnement, lorsqu'il y a eu des routes bloquées, lorsqu'il y a eu une explosion des prix de l'alimentation, on était assez content d'avoir des accords avec les producteurs locaux. Oui, effectivement, et vous avez renforcé ce partenariat avec l'ADEME. Il y a notamment ce programme qui s'appelle DETER pour décarboner le tertiaire. Absolument. C'est ça que vous déployez dans on va le déployer. On le fait depuis quelques années, et l'ADEME est intervenu pour aider, financer les recherches, parce que lorsqu'on a plus de 1000 établissements à travers le pays, dont certains font plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, ça représente un investissement assez lourd. Donc l'ADEME nous accompagne, mais l'idée c'est vraiment, évaluer les besoins, et deux, prendre les mesures pour permettre d'avoir des énergies plus vertes sur l'ensemble de nos bâtiments. Est-ce que ça touche aussi l'alimentation ? Le fait de chercher de l'alimentation plus durable ou même plus locale ? Absolument. Alors ça touche l'alimentation d'une part dans nos propres établissements, c'est-à-dire qu'on essaie... Je crois que nous sommes à peu près parvenus à avoir plus de la moitié de l'alimentation bio dans nos crèches. On essaie d'avancer sur le reste des établissements. Ça coûte plus cher ? Ça coûte plus cher, ça coûte sans doute un peu plus cher. La question, c'est la qualité, comment on lutte contre le gaspillage. Encore une fois, si on fait plus intelligemment, on devrait faire en sorte que ça coûte pas plus cher, parce que lorsqu'on s'approvisionne localement, on est moins sensible au coût des transports et du carburant, etc. Après, on a des actions spécifiques. Vous parliez des épiceries solidaires. Nous sommes implantés dans les marchés d'intérêt nationaux, et en particulier Rungis, avec Stéphane Layani qui le dirige et qui est un de nos grands supporters. On a installé des chantiers d'insertion qui récupèrent les fruits et légumes invendus, qui permet de les conditionner et de les faire arriver dans nos épiceries solidaires, puisqu'on a un réseau de plus de 700 épiceries solidaires. Et là aussi, ça permet à des gens qui n'ont pas les moyens d'accéder à une alimentation de qualité, parce que la réalité, c'est que lorsqu'on va dans un supermarché et que nos camarades de l'armée, du secours catholique ou du secours populaire récupèrent des denrées, c'est souvent des denrées sèches, c'est-à-dire des pâtes, du riz, etc. Donc faire arriver dans les épiceries solidaires, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se nourrir convenablement, des fruits et des légumes qui auraient été mis à la benne,
c'est plutôt intelligent et ça ne coûte pas plus cher. Alors, on va ouvrir un chapitre consacré à la ruralité. Le groupe SOS agit, entre autres, mais pour revitaliser un certain nombre de zones rurales. Et celui qui était à votre place la semaine dernière, Nicolas Chaban, le directeur général de la marque de consommateurs C'est qui le patron, a une question pour vous sur ce thème. On l'écoute. Jean-Marc Borrello, bonjour. On sait que vous faites beaucoup pour les campagnes et la ruralité. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel point, selon vous, faire vivre ces campagnes est important pour les campagnes, mais aussi pour le pays tout entier? Voilà, merci beaucoup. C'est important, pas seulement pour les campagnes. C'est ce que je retiens de sa question, pour le pays tout entier. Pourquoi ? Parce que si disparaissent les services dans les zones rurales, on va avoir des fortes augmentations dans les zones urbaines qui ne seront pas capables de loger les gens. Et on voit le prix de l'immobilier, qui devront habiter de plus en plus loin et donc se déplacer pour venir bosser. Donc les programmes SOS sur la ruralité, c'est évidemment le plus célèbre d'entre eux, les 1000 cafés, puisqu'on en a ouvert et on doit entre 300 ou 400 aujourd'hui, et on continue à développer ce dispositif. Mais c'est aussi les villes moyennes où on s'est attaché à essayer de comprendre ce qui n'allait pas. La fermeture des boutiques dans les villes moyennes, on avait des rues principales dans des villes moyennes qui étaient petit à petit désertées. Et en réfléchissant, les camarades d'SOS ont inventé un machin qu'on appelle le co-selling. On l'a créé d'abord à Vitry-le-François. Oui. On s'est dit, il n'y a peut-être pas la place pour 8 boutiques différentes. Et puis, les gens n'ont pas forcément les moyens d'acquérir une boutique, signer un bail, s'engager pour plusieurs années. Donc, on a loué des boutiques avec les collectivités locales, souvent, la mairie de Vitry-le-François, par exemple, et on a installé 6 commerçants dans la même boutique, qui paient 100 € par mois, mais qui peuvent arrêter à tout moment, qui ne sont pas prisonniers d'un bail, qui n'ont pas d'investissement. Et donc, dans la même boutique, vous avez 5 ou 6 commerçants différents. Et du coup, la boutique revit, le modèle économique est plus facile, ils s'entraident. Et donc, on fait revivre dans une boutique ce qui n'existait plus dans le village. Est-ce qu'il y a un effet d'entraînement ? C'est-à-dire, ça vaut pour l'opération 1000 bars ou le 1000 cafés, mais peut-être aussi pour ces opérations dans les villes moyennes. C'est-à-dire, à partir du moment où une boutique ou un bar s'installe ou se réinstalle, qu'est-ce que ça crée après ? L'idée, c'est de créer des cercles vertueux. C'est-à-dire qu'on peut s'installer. Quand on a regardé, le prix de l'immobilier est évidemment beaucoup moins cher dans ces villes moyennes ou dans ces villages, sauf que si vous vous installez là, encore faut-il avoir des services. S'il n'y a pas d'épicerie, si vous n'avez pas accès au minimum, vous ne pouvez pas vous installer. Donc l'idée était de dire, essayons de retrouver les conditions qui permettent aux gens de s'installer. Si des gens arrivent, s'ils s'installent, ça fait des enfants qui peuvent permettre de réouvrir l'école. Ça fait un lieu dans lequel on peut aller refaire le monde, ce qui est mieux que de le faire sur des parkings ou des ronds-points en discutant. Ça fait une épicerie où on peut aller acheter le sel qu'on a oublié d'acheter la semaine d'avant. Et donc, en clair, ça crée un dispositif vertueux pour le village qui permet de réattirer des habitants. Puisqu'on parle de ruralité, alors le patrimoine français, il n'est pas seulement en milieu rural, mais il est aussi très important en milieu rural. Il y a des actions du groupe SOS, des associations qui sont spécifiquement engagées sur ce... J'imagine que oui, parce que quand on est aussi grand que le groupe SOS... Alors absolument. Ouais. Dans la plus belle ville du monde, Marseille, il y a un Vous êtes un peu parti pris là, mais bon. Je suis un tout petit peu parti pris, mais ça s'entend à mon accent, donc la couleur est annoncée. Il y a un fort à l'entrée de la ville qui s'appelle le Fort Saint-Nicolas, construit par Louis XIV, qui était abandonné. Il a servi de prison pendant l'occupation, mais clairement, il était interdit d'accès au public depuis 380 ans. Une de nos associations, Actavista, l'a rénové pendant 15 ou 20 ans pour le rendre accessible au public. Et le secteur culture du groupe SOS vient de le réouvrir au public. Donc c'est sur le Vieux-Port. En moins de 6 mois, on a eu 200 000 visiteurs parce que ce bâtiment était à la vue de tous sur le port et personne ne pouvait y accéder. Aujourd'hui, il y a des pépinières d'entreprises culturelles, il y a des bistrots, il y a un jeu de boules évidemment, sinon on ne serait pas dans le Midi. Il y a des visites organisées sur l'histoire du lieu et donc c'est à la fois de la rénovation du patrimoine par une association d'insertion où les jeunes apprennent le métier de rénovation du bâtiment ancien et sortent avec un diplôme. Donc évidemment, c'est un sujet de formation pour des jeunes des quartiers nord qui, objectivement, n'avaient pas connu le patrimoine ancien. C'est une fierté pour eux de travailler sur ces sujets. C'est-à-dire que participer à la rénovation d'un lieu emblématique
c'est plus sympa que de repeindre la cage d'escalier de l'HLM dans laquelle on habite. Donc il y a de la fierté, il y a de l'acquisition de compétences, et il y a 200 000 Marseillais qui découvrent le Fort Saint-Nicolas depuis moins d'1 an. Nouveau chapitre dans ce grand entretien consacré aux crèches et aux EHPAD et à la question du non lucratif. Crèches et EHPAD privées, certaines d'entre elles qui ont été dénoncées dans notamment 2 livres enquête du journaliste Victor Castanet. Peut-être une question générale pour commencer. Quelles leçons vous tirez de ces scandales ? On peut parler de scandales. Bon, je crois qu'il faut il faut être mesuré. Il y a des difficultés que nous partageons tous. La difficulté de recruter du fait des salaires, même si le Ségur a permis d'augmenter les salaires, ça n'est pas encore au bon niveau. Donc que l'on soit privé, public, lucratif ou pas, il y a un véritable effort à faire en matière de recrutement des salariés, de carrière, etc. D'attractivité. D'attractivité des métiers. Alors, nous avons pris comme option à SOS, non pas de payer beaucoup plus parce que les réalités économiques sont ce qu'elles sont, mais plutôt de dire, on peut devenir aide-soignant, mais on vous accompagnera dans votre évolution. Être aide-soignant pendant quelques années, si on prépare l'école d'infirmière, ça permet de devenir infirmière, et si on est infirmière, on peut continuer ses carrières. Je crois que 5 de nos 11 ou 12 hôpitaux sont dirigés par d'anciennes infirmières qui sont devenues cadres de santé, directrices d'hôpitaux, et on est très content d'avoir d'abord une majorité de femmes qui dirigent ces hôpitaux, mais en plus de femmes qui ont été d'abord infirmières. Donc ça, c'est donner une perspective. La promesse SOS, c'est venez comme vous êtes, on vous accompagnera, pardon pour la reprise, mais c'est vraiment ça le sujet. Ensuite, ce qui a été dit sur les EHPAD, sur les crèches, la mercantilisation de ces 2 fragilités dont vous parliez. Alors, là encore, il y a ce qui relève de l'escroquerie pure et simple. Donc, évidemment que l'ex-groupe Orpea n'aura sans doute rien à voir avec l'actuel, quand on a un actionnaire qui est un actionnaire public, puisque c'est la Caisse des dépôts qui a sauvé ce dispositif, on aura évidemment des pratiques qui n'existeront plus. Il n'empêche que moi qui ai toujours dit qu'il n'y avait pas de vertu dans les statuts, je me dis aujourd'hui que lorsqu'une activité n'est plus lucrative, parce que la réalité c'est que les marges n'auront plus rien à voir avec ce qu'elles ont été dans le passé, peut-être que le non lucratif a un peu de savoir-faire. Comment fait-on ? Nous avons des coûts de gestion qui sont objectivement plus économes que le privé lucratif. Dans le groupe SOS, les salaires, depuis le début, sont limités de 1 à 15. Donc il n'y aura pas de salaire extravagant que je peux lire ici ou là sur des dirigeants d'entreprise, et dont j'avoue que je suis toujours un peu étonné, parce que pour 10 fois moins, il y a des tas de dirigeants talentueux qui dirigeraient ces mêmes entreprises. Les entreprises publiques ont des limitations de salaire et sont dirigées par des grands serviteurs de l'État qui réussissent très bien. Je ne suis pas persuadé qu'il soit utile de payer quelqu'un 30 millions d'euros par an pour en plus perdre de l'argent. Mais ça, c'est encore une autre affaire. Donc je pense que le non lucratif a une carte à jouer. C'est 20%, par exemple, si on regarde les crèches, c'est 20% des crèches françaises aujourd'hui qui sont gérées par des structures associatives, en fait. On a à peu près, selon les catégories, le public, le privé non lucratif et le privé lucratif. Alors, le privé lucratif revendique quelquefois la participation à l'intérêt général, et ce serait vrai s'il admettait, par exemple, dans les EHPAD, des personnes à l'aide sociale. Parce que, évidemment, un EHPAD qui accueille des gens qui n'ont aucun revenu et pour lequel c'est le département qui se substitue, c'est moins rentable. Alors, on peut aussi innover sur le plan économique. Le groupe SOS avait inventé il y a 7 ans un dispositif économique un peu particulier qui vient de devenir légal il y a 3 mois. On avait un peu anticipé l'évolution réglementaire. C'est ce qu'on avait appelé le surloyer solidaire. L'idée selon laquelle tout le monde doit accéder au même service, mais tout le monde n'est pas obligé de payer le même prix. En clair, on entre en EHPAD chez nous à peu près à 84 ans. Nous sommes évidemment beaucoup moins chers que le privé lucratif. Nous avons une partie de gens qui sont à l'aide sociale, donc qui ne payent pas. Et pour les autres, il y a une petite évolution en fonction des revenus, considérant que quelqu'un, parce que ça arrive, qui a 6 000 euros de revenus mensuels, qui paie 1 800 euros ou 2 200 par mois, ça ne change pas forcément sa vie, ni la vie de ses futurs héritiers. Donc on a adopté ce dispositif. J'avais fait le tour il y a 7 ans des pouvoirs publics en demandant si c'était autorisé.
personne n'a été foutu de me répondre. Donc vous avez dit, j'ai refait un puisqu'on ne dit deuxième pas tour. non, on y va. J'ai refait un deuxième tour en posant la question différemment. Est-ce que c'est strictement interdit? Personne ne m'ayant répondu, on a décidé de l'adopter aux grandes dames des services juridiques du groupe SOS qui m'ont traité de dangereux gauchiste. On l'a mis en place et j'ai essayé de convaincre les ministres de la Santé successifs que c'était le dispositif qui ne coûtait rien à l'État, qui, en matière d'intérêt général, me paraît le plus, j'allais dire en matière politique, me paraît le plus juste. Ça veut dire que tout le monde a les mêmes services, mais que ceux qui gagnent moins paient moins, ceux qui gagnent rien, enfin ceux qui n'ont pas de revenus, l'aide sociale se substitue. Grâce à ça, nous sommes les premiers gestionnaires d'EHPAD de ce pays, et ça va s'amplifier de manière notoire dans les semaines qui viennent. Et je pense qu'on rend un vrai service d'intérêt général en ayant des comptes équilibrés, puisque le groupe SOS, vous l'avez dit, cette année, ce sera 2 milliards. Ce n'est pas un chiffre dont on se gargarise. Et une année, on gagne 5 millions. L'année d'après, on perd 5 millions. Enfin, si j'étais patron d'une entreprise cotée, je serais viré depuis 38 ans. En fait, je n'aurais pas fait une brillante carrière. Le but, c'est l'équilibre. Nous sommes plus sobres dans la gestion et donc sans doute que ces secteurs sont plutôt des secteurs dans l'économie sociale devraient fonctionner. Mais ça veut dire que ce modèle va naturellement s'imposer? Est-ce que c'est le pari que vous faites ou est-ce qu'il faut un coup de pouce de l'État d'une certaine façon ou un changement de réglementation ou Ni l'un ni l'autre. Ouais. Naturellement, rien ne s'impose. On s'impose avec l'optimisme de la volonté. Et le coup de pouce de l'État, qu'il le garde. Objectivement, il y a des secteurs qui méritent d'être aidés lorsque les gens n'ont aucun revenu, lorsqu'ils sont en situation de dépendance particulière, évidemment, que la solidarité nationale doit jouer. En revanche, je pense que si ce secteur s'impose, c'est parce que les acteurs de ce secteur vont l'imposer. Et moi, SOS, on aime bien la concurrence. On aime bien gagner, on aime bien la bagarre, on aime bien les appels d'offres, et encore mieux, lorsqu'on a des appels d'offres, ce qui est souvent le cas, contre le privé lucratif. On m'a longtemps dit, quelle est la différence entre tes EHPAD et ceux d'Orpea? Non, je dois dire que grâce à votre confrère Castanet, ils viennent de comprendre. Et d'ailleurs, Castanet sera avec la ministre, moi et puis le président de la mutualité, au sommet de la mesure d'impact sur ces sujets-là. Voilà, le sommet de la mesure d'impact au mois de mai au CESE, Absolument. au Palais d'Iéna à Paris. Merci beaucoup, Je vous en prie. Jean-Marc Borrello, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Guillaume-Henri Hurel, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur associé de Next Waste, créé en 2022 avec Eric Voisin. Eric Voisin. Et avec quelle idée? Racontez-moi tout. Alors en fait, on a souhaité créer donc Next Waste avec mon associé Eric pour pouvoir apporter des solutions concrètes sur la recyclabilité des déchets et l'identification des déchets recyclables qui peuvent arriver sur les lignes de tri. Donc en fait, on se positionne comme étant catalyseur d'éco-innovation. Et alors voilà, justement, c'est en fait la ligne rouge de notre société, c'est de pouvoir intégrer des solutions d'intelligence artificielle directement au cœur de l'industrie du déchet, du tri du déchet et aussi du recyclage du déchet. Alors l'intelligence artificielle, ça peut être un mot qui peut être un petit peu dévoyé à toutes les sauces. Nous, en fait, on a souhaité vraiment pouvoir être accompagné et accompagner aussi des sociétés qui ont une certaine maturité industrielle, un petit peu comme la société Grey Parrot qui est basée à Londres, comme la société Waste Robotics qui est basée au Canada. Donc ce sont elles qui proposent des solutions basées sur l'intelligence artificielle, c'est ça? Tout à fait. Qui permettent de mieux trier les déchets, si je comprends bien. Tout à fait. En fait, ils ont déjà une forte expérience industrielle. Donc, les différentes solutions ont fait leur preuve de leur efficacité. Donc, ça, c'est très important. Et justement, quand on arrive dans un secteur comme l'industrie du déchet, il faut pouvoir prouver et démontrer que les solutions ont un impact concret, en fait, au niveau des opérations, au niveau des process. Et par exemple, la société Grey Parrot, elle va faire du contrôle qualité en continu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement,
Au niveau des déchets, on a peu de visibilité sur ce qui se passe au niveau des lignes de tri. Alors évidemment, il y a les grands de l'industrie que sont les sociétés qui vont faire du triage optique, etc. Mais en fait, on a peu de visibilité sur les flux des déchets qui vont rentrer sur le centre de tri et derrière, au final, qui vont aller dans la ligne des refus. Et le but, justement, d'une solution comme Greyparrot, c'est de pouvoir faire une analyse en continu sur 100% du flux déchets. Donc c'est une technologie qui, en fait, est basée sur la vision d'intelligence artificielle. On appelle ça la computer vision. Qui va analyser en temps réel l'ensemble des déchets et de pouvoir un petit peu comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui arrive sur le centre de tri, de pouvoir adapter les process en aval et pour minimiser justement le nombre de déchets recyclables qui vont finir en refus et donc en incinération ou en enfouissement. Et alors vous intervenez où? Parce que Greyparrot, elle peut vendre ses solutions directement à des centres de tri. Alors nous, en fait, en France, on est le distributeur de Greyparot. Donc on va directement présenter la solution au niveau des collectivités, au niveau des syndicats de déchets, les régies aussi, mais aussi les industriels que sont par exemple les Veolia, Paprec, Suez, etc., qui vont avoir des installations de tri, soit par délégation de services publics, soit sur contrat de performance, etc. En fait, de manière à pouvoir leur proposer une solution qui leur permet en fait de rendre leur usine entre guillemets intelligente, avec justement grâce à la donnée qui va être directement actionnable. Et alors c'est le même modèle avec West Robotics que vous avez cité. Vous venez de signer un partenariat avec eux. Tout à fait, avec West Robotics, qui sont d'ailleurs aussi déjà présents en France sur différents sites. En fait, on les accompagne aussi dans la partie de distribution. West Robotics, c'est de la cobotique, c'est de la robotique, mais moi j'appelle ça un petit peu de la cobotique avec Eric, parce qu'en fait on ne va pas venir remplacer l'humain, on va venir directement en fait placer une technologie qui va permettre de rendre plus efficaces les opérations de tri. Il faut savoir qu'un robot il s'arrête jamais de trier, et en fait on a un très bon taux de performance. On a même aussi un partenariat entre Greyparot et West Robotics qui permet, grâce à l'intelligence artificielle de Greyparot, qui est une des plus entraînées dans le monde au niveau du secteur des déchets. Greyparot, c'est à peu près 40 milliards de déchets analysés sur la dernière année. On va pouvoir placer un Greyparot analyseur qui va en fait faire un audit des flux et derrière pouvoir pousser de la donnée au niveau de West Robotics pour que ceci puisse arriver directement avec une solution concrète sur la typologie de flux de données. Et donc ça, c'est hyper important parce que en fait, on se rend compte qu'au final, lorsqu'on arrive, alors il y a des campagnes de sensibilisation sur le geste de tri, etc., qui sont d'ailleurs commanditées par des CTO, par des LECO. En fait, on se rend compte que lorsque le camion de collecte arrive en centre de tri, pour faire simple, schématiquement, il y a à peu près 30% du flux qui peut être potentiellement refusé par le centre de tri pour des erreurs de collecte. Et après, sur les 70%, on va avoir en moyenne 20% des déchets potentiellement recyclables qui vont finir en refus. Donc on a un assez haut taux de déchets recyclables qui finissent en incinération ou en enfouissement. Et c'est ce défi que vous relevez avec vos partenaires. Merci beaucoup Guillaume Henri Hurel et bon vent à Next Waste. Voilà, c'est la fin de ce Merci beaucoup. Smart Impact. Je vous dis à très vite sur la chaîne des Audacieuses et des Audacieux. Salut.